Semaine noire pour des hommes de la liberté, semaine noire pour les défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Semaine noire, comme d'habitude, pour les hommes des médias. J'ai reçu une information d'un homme politique. Une information qui a été publiée, mais je dois vous avouer, j'ai essayé de recouper. Pour l'instant, je n'ai pas pu obtenir des informations beaucoup plus appropriées, que ce soit auprès de ses collègues ou encore de ses amis. Bref, chacun ferme la bouche parce qu'il s'agit de mort d'homme. C'est Parfum Voum qui a publié ceci. Cette photo d'un jeune homme très jeune encore, comme vous pouvez le constater, avec plein de vie, et qui s'appellerait Okala M. Selon ce politicien, Parfum Voum, Monsieur Okala M était un employé de la CRTV et qui aurait été assassiné à la sortie de l'émission Music Star, à l'entrée de la CRTV. Je suis allé sur la page de la CRTV web. Je n'ai pas vu d'informations. D'autant plus que cette émission était supposée passer justement, je crois, vendredi. J'ai essayé de demander à d'autres qui ont dit, on va essayer de l'appeler. Quand je les ai rappelés, eux-mêmes, personne ne décrochait plus. Qu'est-ce qui se passe donc? Selon le récit de ce grand homme politique, généralement crédible, ce jeune homme aurait été poignardé juste au siège d'un baladeur, alors qu'il sortait du studio. Il a reçu un coup au bras et aussi directement au cœur. Il est mort. Et si cela est donc confirmé, deux questions devraient se poser. Où étaient les vigiles? Puisque à l'entrée de la CRTV, il y a plein de vigiles, il y a une sécurité incroyable, et il y a même des hommes en tenue. Où étaient-ils? Deuxième des choses, quel est le motif de ce crime, de ce supposé crime? Et troisième des choses, pourquoi le média qu'il emploie n'en parle pas? De toutes les façons, j'ai souvent vu d'autres cas au Cameroun où tout un chacun a même peur de publier. Et d'ailleurs, concernant l'assassinat de Martinez Ozogo, peu avaient relayé. Et même quand j'avais lancé justement le cri d'alerte, tout le monde se bouchait les tympans. Le Cameroun fait peur dans la mesure où ceux-là qui ont le courage, parfois, celui-ci je ne le connaissais pas, à dire vrai. Je ne connais pas ce qu'il faisait réellement à la CRTV. Le week-end étant, et surtout les informateurs refusant, ou plutôt ne voulant pas collaborer, eh bien, je ne peux donc pas vous donner moi-même
plus d'explications. Mais cependant, j'ai lu une autre sortie, un cri de détresse d'un homme qui lui aussi est dans le viseur depuis un certain temps. D'abord, le ministre de l'administration territoriale a voulu absolument museler leurs médias, Equinox. De par ses éditoriaux, il gêne terriblement le régime. Et comme d'habitude, le régime envoie toujours quelqu'un se mettre devant, prendre les devants pour procéder soit à des enlèvements ou alors à des exécutions, des assassinats, comme ce fut le cas de Martinez Zogo. Docteur Mono a donc fait une sortie que je vais essayer de vous lire comme un appel au secours tout en dénonçant celui qui estime qu'il serait son bourreau. Et il semble que ce soit un homme en tenue, qu'il a d'ailleurs bien identifié. Le cerveau des enlèvements planifiés contre ma modeste personne, par Aristide Mono. Le commanditaire de la filature et des tentatives d'enlèvement dont j'ai jusqu'ici été la cible n'est rien d'autre que M. Mvogo Siliak. Il s'agit du nouveau préfet du Vouri, ancien préfet de l'Ambila, qui s'était illustré en 2020 par des menaces contre ce chef traditionnel qui refusait de prendre les sauts Covid. C'est donc un monsieur foncièrement zélé, pédant et prêt à tout pour s'affirmer dans sa carrière. Il a initié son action ténébreuse, mon arrestation clandestine, sans avis préalable de la hiérarchie de la gendarmerie et de la police. Il a abusé de forces de sécurité locales sous son autorité dans le seul but de contenter son ego démesuré et plaire à son patron. M. Mvogo Siliak voudrait être plus royaliste que le roi. Les partisans de la promotion à tout prix et à tous les prix. Mais bientôt, il sera face à son destin seul, devant un tribunal. Je prends tout mon temps et je reste confiant. La vengeance est un plat qui se mange froid. L'abus d'autorité doit avoir des limites, ou du moins, il doit parfois être irrigué par le bon sens, pas la folie. Que ceux de ses subalternes qui le suivent dans cette folie d'autorité soient également rassurés de ma détermination à faire triompher le droit. Tôt ou tard. J'ai pris le temps, déjà 3 mois, d'investigation, de rassembler un bon nombre d'indices et de témoins. J'attends juste le bon moment pour déclencher ma bataille judiciaire. Il nous lira publiquement, devant un juge, les dispositions de nos lois qui lui ont donné le droit d'ordonner ma filature et mon enlèvement, jusqu'à laisser des consignes fermes dans certains hôtels de Douala. Il est allé jusqu'à proposer un deal à un de mes grands sûrs d'Equinox pour me tendre une embuscade. Quelle folie! Demander à un proche de confiance de me livrer. Quel risque! Dieu et mes ancêtres lui répondront le moment venu, mais je ferai d'abord ma part. La responsabilité individuelle en droit, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera.
que M. Mvogo Siliac soit rassuré. Je suis rancunier, endurant, patient et déterminé. Je mettrai avec votre soutien, chers amis, toute ma dernière énergie dans cette bataille. C'est même désormais un combat de vie, c'est-à-dire c'est jusqu'à ma mort. J'ai des années devant moi, je vais lutter. Tôt ou tard, le droit sera dit et toutes les réparations seront aussi faites. Ça prendra probablement des années, mais ça se fera. Si jamais les hommes qu'il a mis à mes trousses arrivaient à me porter un coup même fatal, il y aura une riposte proportionnelle. Je crois qu'il a aussi une famille, avec certainement des enfants, tout comme moi. Mais pour l'instant, je fais d'abord confiance à l'enquête instruite par M. le ministre de la Défense, conduite sur le terrain par M. le gouverneur de la région du littoral. Nous croyons jusque-là que tous les zélés avaient tiré les leçons de l'affaire Martinez-Zogo, qui a déjà emporté plusieurs personnes qui se croyaient intouchables, mais que non. Plusieurs d'entre eux n'ont pas toujours compris que le temps des intouchables est désormais révolu au Cameroun. Comme j'avais déjà précisé dans mes correspondances envoyées à certaines autorités gouvernementales et diplomatiques, si dans les prochains mois, je suis victime d'un accident de circulation suspect, d'un empoisonnement, d'une agression, d'une mort suspecte, la première personne qu'on devra suspecter, c'est M. Mvogo Siliac. Je suis très sérieux dessus. Parce que nous savons tous de quoi certains zélés sont souvent capables de faire pour se sauver d'une situation. Bref, un collectif d'avocats est certain de se constituer. M. Mvogo Siliac lira au juge les dispositions du Code de procédure pénale, civile ou administrative qui autorise un préfet à lancer l'arrestation clandestine, à l'assassinat des journalistes. Et d'ailleurs, comment ferait-il, ces autorités camerounaises, pour interdire J. Mingono de faire toutes ces collaborations extérieures avec tous les médias français? Tiens, c'est à croire que la France est déjà du côté des bourreaux. Quel journaliste français défendrait le régime Biya, qui assassine des journalistes, qui tabasse les avocats, qui passe devant la commission des droits de l'homme? Ils n'ont pas fini d'enterrer Martinez-Zogo, mais qui sont non seulement en train de persécuter des journalistes camerounais éparpillés sur la terre entière. Ah oui, dans ces médias-là, Mimi Mofo a dû s'enfuir. Combien de journalistes ont eu à s'enfuir? Et même quand ils exercent à l'étranger, ces dictateurs, ces sanguinaires du régime totalitaire des Biya continuent à manœuvrer pour les harceler, même jusqu'à Jeune Afrique. Mais mesdames et messieurs, sachez-le, on ne peut pas arrêter le vent. Et d'ailleurs, n'était-il pas content et ne vous relatait pas? Y compris le porte-parole de l'armée de l'époque, le colonel Baébé, que oui, le ministre de... ou bien le président de la République, ou bien c'est le Quai d'Orsay, qui a décidé de m'arracher les papiers et de m'expulser vers le Cameroun. Ils se sont mis à danser jusqu'à aller m'attendre à l'aéroport. Jusqu'à présent, je ne suis pas parti. Jusqu'à présent, la France ne m'a pas rapatrié. Oh, qui sont en train de rêver. Et bien plus, sachez-le. Est-ce que ce sont les médias français qui vous font mal? Lorsque vous avez tué Martinez-Zogo, il intervenait dans quel média français? Lorsque vous avez tué Bibi Ngota, il intervenait dans quel média français? Lorsque vous avez tué le docteur Charles Atabeyene, il exerçait dans quel média? Lorsque moi, J. Mingono, j'ai été
incarcéré plusieurs fois, tabassé. Je n'étais que dans un petit média qui exerçait ou qui émettait en Mbokmbi. Mais ça vous a fait peur. Vous m'avez interdit d'exercer cette profession que je peux maintenant librement exercer. Et vous oubliez une chose, votre combat n'aboutira jamais dans la mesure où voici votre combat. Les réseaux sociaux, là, sachez-le, ils font maintenant plus mal que tous les médias conventionnels. C'est là où je vous dénonce. C'est là où je vous cite. C'est là où je vous déshabille. Ce ne sont pas dans des médias français. Oui. Donc sachez-le. Même quand il m'arrivera d'aller en retraite ou même d'avoir encore beaucoup plus de temps pour moi-même, mes chaînes de télévision que vous avez déjà dans des réseaux sociaux, j'y exercerai encore une grande activité et bien plus. Le régime Biya a même oublié que j'ai aussi un journal, Coup franc. Ah, vous connaissez ce nom-là, Coup franc. Donc là encore, comment vous allez faire pour arrêter à la fois les Facebook et les YouTube, sans pour autant oublier tous les autres comme TikTok et tout ça? Vous êtes perdus. Rémi Ngono vous a vaincu. Et, comme d'habitude, je continuerai avec ma langue serpentine. Vipérine, assassine, mutine, cortine, avec la formule « face tu es mort, pile je te tue ». On m'appelle J. Rémi Ngono. Dieu pardonne-moi pas. Regardez comment ils sont en train de trembler. Ah, tout dit. Regardez comment ils sont en train de trembler dans les universités. Regardez comment ils sont en train de vouloir écrire des papiers contre un seul individu qui jusqu'à présent reste invincible par cette langue, qui a reçu l'onction pour chasser les démons. Oui, ces hommes de cœur noir qui combattent les hommes en noir, c'est-à-dire les avocats, qui les tabassent, mais jamais vous n'allez voir les universitaires se lever pour les défendre. C'est plutôt quelques avocats encore, des avocats internationaux qui se lèvent pour défendre le droit, alors que ceux-là sont supposés être des agrégents en droit, mais ils ne disent jamais le droit. Ils sont toujours du côté de Paul Biya. Voilà un avocat, tout comme beaucoup d'autres, qui a été tabassé au Cameroun, fracassé au Cameroun, par une dénonciation universitaire. Mais voici au moins, en lieu et place de ces corporatistes, au moins certains avocats internationaux qui ont apporté du soutien à Maître Richard Tamfou. Je vous lis leurs lettres. L'UIA-IROL dénonce l'agression inacceptable dont a été victime Maître Richard Tamfou, avocat au barreau du Cameroun, le 27 novembre 2024 à Douala, alors qu'il exerçait ses fonctions en assistant un client. Cet incident constitue une atteinte grave à la profession d'avocat et aux droits fondamentaux et à l'UIA-EROL. Tient donc à exprimer sa pleine solidarité avec Maître Tamfou ainsi qu'avec l'ensemble de la profession. Selon les informations portées à l'attention de l'UIA-EROL par le comité national camerounais de l'UIA, l'agression s'est produite lorsque Maître Tamfou a contesté l'arrestation de l'un de ses clients, convoqué au groupement de gendarmerie de Bonanjo. En dénonçant une arrestation qu'il jugeait illégale, en l'absence de mandat régulier, Maître Tamfou a été violemment agressé par des gendarmes en présence de témoins. Ces actes de violence, perpétrés dans le cadre de l'exercice légitime de ses fonctions, sont intolérables. L'UIA-EROL
Irol condamne avec la plus grande fermeté cette agression qui viole les garanties procédurales et les droits fondamentaux. Il exprime sa solidarité indéfectible avec Maître Tamfou et réaffirme son soutien à l'ensemble de la profession d'avocat au Cameroun. Cette attaque soulève des questions importantes sur le respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales, notamment le droit des avocats d'exercer leurs fonctions sans crainte, harcèlement ou ingérence. L'UIA Irol est d'autant plus inquiet que les agressions, les ingérences et les actes d'intimidation à l'encontre des avocats par des forces de sécurité sembleraient être devenus une pratique de plus en plus courante au Cameroun. Ainsi, l'UIA Irol apporte son soutien à la position prise par le barreau du Cameroun dans son communiqué publié le 28 novembre 2024. L'Institut rappelle que les avocats jouent un rôle essentiel dans la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables et dans la préservation de l'état de droit, conformément aux principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau et aux directives africaines sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique. Il incombe aux autorités camerounaises de garantir l'exercice libre et sécurisé de la profession d'avocat dans le strict respect des garanties d'un procès équitable. L'UIA Irol appelle les autorités camerounaises à mener sans délai une enquête approfondie et impartiale sur ce grave incident, à veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes et à réaffirmer leur engagement envers l'état de droit. Une telle démarche est effectivement essentielle pour assurer la sécurité des avocats et le respect des droits fondamentaux au Cameroun. L'UIA Irol se tiendra aux côtés de l'ordre des avocats du Cameroun et suivra avec la plus grande attention l'évolution de la situation. Voilà. Voilà leur communiqué que je viens donc de vous lire. Bien évidemment, quand vous voyez ce communiqué, et comme j'ai dit, les défenseurs des droits de l'homme et surtout les universitaires devraient condamner des actes barbares. L'état de droit doit être assuré. Ça ne sert à rien d'être professeur agrégé en sciences politiques, mais vous voyez une politique sanglante, une politique dictatoriale, et vous la soutenez, et vous dites que J.P. Mingono ne doit jamais vous dénoncer, parce que chez eux, c'est le corporatisme. Ils ne soutiennent que les leurs. Regardez donc, certains ont dit qu'ils cherchaient à défendre les droits de la femme. Voilà une enseignante universitaire au Cameroun que je vais vous présenter. Une Américaine qui se fait maltraiter, escroquer par l'ambassadeur du Cameroun à Paris et son épouse. Elle est payée par l'État américain. Elle vient donner cours à l'université de Yaoundé 1. Elle est dehors après avoir payé, ou plutôt entrepris des travaux de réfection dans une maison appartenant à l'ambassadeur du Cameroun à Paris, et où finalement elle a été escroquée. Elle est en train de plaider. Qui pour la défendre? Finalement, c'est moi, J.P. Mingono, qui défend toujours les causes des femmes, qui défend les causes des universitaires, et qui suis en train de vous présenter cette femme qui pleure. Et pourtant, ses collègues universitaires du Cameroun sont là, ne font rien, ne dénoncent rien, attendent tout simplement J.P. Mingono. Mesdames et messieurs, voici les pleurs de cette dame ici. On y va. Voilà.
Donc voilà, c'est la maison de l'ambassadeur du Cameroun en France. Nous sommes devant son domicile. Et voilà, c'est la gouvernante là-bas. Donc nous avons été victimes d'une escroquerie de la part de monsieur et madame Ekoumou. Donc je répète encore le nom, monsieur et madame Ekoumou, ambassadeur de Paris, ambassadeur du Cameroun à Paris. Et nous avons escroqué une somme de 2 millions. Comme quoi, la dame en question ici, c'est une américaine, professeure à Oxford Université. Donc elle est venue à réserver cette maison. Ça fait déjà pratiquement, je crois, 2 semaines par là. Elle a fait le versement. Et ils ont dit comme quoi elle devait entrer le 30, nous sommes le 29. Donc voilà le reçu de paiement et tout et tout. La dame a le reçu et tout et tout. Donc voilà, on arrive maintenant pour entrer. Donc aujourd'hui, on devait faire verser le reste du montant en fait. Et on est arrivé sur le lieu. Madame Ekoumou et son mari, monsieur l'ambassadeur à Paris, nous fait comprendre comme quoi on ne peut pas entrer parce qu'ils ont changé d'avis soudainement. Et la dame en question ici, en fait, elle a ses enfants, elle a déménagé aujourd'hui, elle a sorti aujourd'hui, elle ne peut pas. Donc voilà, pour vous montrer un peu la personne qui s'occupe un peu de sa saleté au niveau du Cameroun, c'est la dame qui s'occupe de sa saleté au Cameroun, qui gère tous ses maîtres, c'est elle ici, ça s'appelle Stéphanie, donc c'est elle qui gère tous les biens, donc je vous fais visiter, donc voilà. Donc ils intimident tout le monde, ils pensent que ça se passe comme ça de tout le monde, ils pensent que intimider tout le monde, ils prennent l'argent, ils escroquent, monsieur l'ambassadeur, son épouse escroque, ils prennent l'argent et nous rapprochent au nez. Donc, pas en question, il faut bien la remarquer. C'est elle qui fait les jeux. Donc, voilà. Moi, je suis au Cameroun. Voilà. En stage de Fulbright. J'enseigne à l'Université de Yaoundé 1, oui. Calais. Oui, madame. Je suis payée par le département de l'État américain. Oui. Je suis sponsorisée par l'ambassade des États-Unis ici, oui. qui est juste à côté. Nous sommes à Carrefour Golf. Oui. Alors, j'ai signé un contrat avec l'ambassadrice. Voici les reçus de paiement, je les ai ici, donc voilà. Mon mari vient chaque jour, même 2 fois, 3 fois par jour, oui. pour regarder le travail. C'était une maison oui. abandonnée oui. depuis 3 ans. Oui. Oui. Alors, on était vraiment, nous sommes simples. Moi, je suis au Cameroun, puisque moi, j'adore le Cameroun. J'arrive une seconde. Oh. Donc voilà les travaux que nous avons effectués, vous voyez comme vous pouvez le constater. Donc il y a les travaux qui ont été faits. Le monsieur là, c'est mon plombier que j'ai amené. J'ai amené les techniciens. Voilà l'intérieur. Vous voyez, on a fait tous les travaux, c'est nous avec notre argent, tous les travaux qu'ils ont pris pour faire, tout l'argent qu'ils ont pris pour faire tous les travaux. Vous voyez vous-même, tous les travaux ont été faits. Voilà le peintre que j'ai amené. Ça, c'est le peintre que j'ai amené pour faire les travaux. Maintenant, monsieur l'ambassadeur et son épouse nous escroquent une somme de 2 millions de francs CFA. Ils ne veulent pas nous rembourser et nous empêchent d'intégrer le duplex en question. Donc 2 millions de francs CFA, c'était en fait une avance pour faire les travaux. Comme vous constatez, les travaux sont toujours en cours. Mais nous devons aménager demain. Donc c'est un peu ça le problème, vous voyez. Donc tous les travaux sont en train de s'effectuer là présentement. Et la dame en question, comme vous êtes tantôt, elle est professeure à l'université d'Oxford. Elle travaille pour le compte du département d'État américain. Et elle a pris cette villa. Et fait duplex. Et maintenant, madame l'ambassadrice lui rapproche au nez quand elle demande son argent. Elle rapproche au nez et tout, et tout, et tout. Donc c'est un peu ça qui se passe. Donc je retourne un peu dehors pour continuer de filmer la scène. Donc voilà. Donc voilà, madame, je vous écoute. Oui, je dis que moi j'ai mes 3 enfants. Oui. Je suis étrangère dans ce pays. Oui. Alors moi j'ai fait confiance seulement à une ambassadrice. On est entré dans un accord que je prends de sa maison. Oui. Comme la maison était sale, abandonné. C'était abandonné. On a fait tous les travaux, comme vous pouvez constater. 3 ans. Oui. Voilà tous les travaux que nous avons effectués avec notre argent. Avec notre argent, vous avez vu? Oui, Mon mari maintenant, chaque jour, oui. il vient ici. Oui. Puisqu'il faut que quelqu'un surveille le travail de la maison. Oui. On était venu avec le blanc froid. Oui. Aujourd'hui, alors, c'est le 29 novembre. Demain, c'est le 30. J'appelle maintenant Madame l'ambassadrice au téléphone. Je demande comment est-ce qu'elle va. Oui.
Je demande maintenant que, voilà, j'ai le contrat et la somme de l'argent qui reste, puisque j'ai payé seulement 2 millions. Oui. Elle dit que maintenant, non. Elle a décidé qu'elle ne loue plus. Elle ne veut pas louer sa maison. Je demande que, mais moi j'ai 3 enfants. Je suis étrangère dans ce pays. Et elle sait très bien que mon ancien bailleur a vendu sa maison. Et qu'il faut qu'on quitte devant le 1er, avant le 1er décembre. Elle a seulement raccroché au nez. Pendant que moi je pleurais mon cas. Qu'est-ce que moi je vais maintenant faire à Yaoundé quand c'est une ambassadrice? Vous voyez? Voilà donc le pays. Et ces gens, ils courent partout à l'étranger pour dire comment leur pays, c'est un pays de droit. Ils demandent ceci et tout et tout. Ça, c'est une Américaine. Et d'ailleurs, elle n'a pas fini son témoignage. Je vais vous faire écouter une autre partie de son témoignage. Ils ont décidé qu'on entre plus. J'ai mes 2 millions ici. Oui. Dans cette maison. Oui. Elle refuse de donner notre argent. Elle refuse de nous remettre notre argent. On refuse de lui remettre l'argent. Madame, la dame veut son argent. 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 Voilà maintenant, voilà. On ne va pas le faire. On ne vient pas là. On ne va pas le faire. Voilà. Je t'écoute. Maintenant, j'ai mal, puisque la femme dit quoi? Elle dit qu'elle a compris qu'on allait faire les problèmes ici. Mais tout ce qu'on a demandé, elle m'a posé une seule question. Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui loue qui paye les impôts de bailleurs? Puis c'est ce qui nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étrangère dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat est-ce que moi je dois payer les impôts du bailleur. Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. Mais comme ils ont insisté, alors on a pris moitié-moitié. Donc, l'ambassadeur est commis. C'est une Américaine qui doit payer ses impôts. Maintenant, cette conversation, il y a plus qu'une semaine, l'a fait comprendre que moi j'aurais un problème. Je serais un problème pour eux. Qu'ils préfèrent ne me plus louer puisque j'ai seulement posé des questions. Je crois que c'est mon droit en tant que citoyenne de poser seulement les questions sur la loi au Cameroun. Est-ce que moi je dois payer les impôts? Et moi j'étais même très patiente. J'ai dit que, ok, ça va. Comme moi, je suis dans une situation où mon ancien bailleur a vendu la maison, j'ai 3 petits enfants chez moi. Je vais être quand même d'accord de payer leurs impôts. Je pensais que ça va aller. Mais c'est maintenant qu'on finit de faire le travail de la maison. C'est nous-mêmes qui avons supervisé le travail ici chaque jour. C'est maintenant, le lendemain de déménager, qu'elle nous fait comprendre que la conversation, une question que j'ai posée par rapport aux impôts fait qu'elle ne me loue pas. Mais ils ont bien laissé tout le temps là. Que même je passe mon temps ici, que je viens avec mes propres travailleurs, que c'est même moi-même qui paye certains matériels puisqu'il dit que l'argent est fini. Et maintenant, on m'appelle que moi, je suis difficile. Moi, j'ai tellement mal puisque je me dis que les Camerounais qui n'ont pas peut-être le porte-parole, que voilà ce qu'ils subissent dans ce pays. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis ici en train de pleurer en public. Moi, j'ai honte de pleurer en public. Ça ne me fait pas plaisir d'être ici en train de faire un scandale. Comme moi, je suis une maître de conférence à l'université d'Oxford en Angleterre. C'est une honte pour moi, incroyablement, que je dois vraiment être ici devant vous en train de crier. Mais tellement que j'ai mal pour le Cameroun, que j'insiste quand même, que même au Cameroun, on a les droits. On a les droits de se poser des questions, que ça se passe comment. Quand même les avocats nous disent que oui, effectivement, ce qui loue ne paye pas les impôts du bailleur. C'est tout. Voilà donc
l'image du Cameroun. Et ce sont ces gens-là qui se lèvent pour aller à l'étranger. Dire nous sommes des autorités, nous sommes ceci, il faut nous respecter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Regardez comment est votre pays. Regardez comment vous traitez les étrangers. À partir de l'aéroport, ils sont escroqués. Non. Et l'affaire des impôts, ça va même... Bien évidemment, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec YouTube. Veuillez m'excuser une seconde. Veuillez m'excuser. Comment se peut-il que c'est hallucinant. Comment est-ce possible aujourd'hui qu'on nous dise que les Chinois sont arrivés en 2019, ont réussi à construire tous les bâtiments, mais pendant ce temps, le Cameroun, lui, n'a pas réussi à achever un stade de football. Il faudrait donc qu'à une certaine période, on nous dise exactement, et que surtout l'Assemblée nationale nous dise à quoi ça sert. Parce que dans tous les parlements, on s'occupe de ces problèmes-là. Or, aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans le Parlement, non seulement on vient, c'est une chambre d'enregistrement, mais les vrais problèmes ne sont pas posés. Pour une fois, je vais vous faire passer l'indignation, justement, de Cabral Libby qui était convaincu que lui, il va résoudre tous les problèmes des Camerounais à l'Assemblée. C'est cette opposition républicaine qu'on nous vantait, que c'est là-bas, au Parlement, que tous les problèmes peuvent être résolus. Mais sauf que, depuis qu'il y est arrivé, il constate aujourd'hui que rien n'avance plus. Chaque jour on vient, on annonce de nouveaux impôts. Et par la suite, ça passe comme une lettre à la poste. Et bien plus, on ne débat jamais des vrais problèmes tels que des problèmes de torture et tout ce que les Camerounais peuvent avoir comme problème. Dans cette intervention donc de Cabral Libby, eh bien, vous allez suivre comment il s'attaque directement au ministre des Finances, qui, comme vous avez entendu l'américaine, dire que impôt, on ne sait même pas qui doit payer les impôts, parle justement de ce harcèlement et surtout de ce régime qui est en train de massacrer les Camerounais dans tous les sens. Cabral Libby. Monsieur le Président, chers collègues, lorsque dans un pays, les ministres piétinent la loi et que cette dérive se sert de l'Assemblée nationale comme d'un mur de soutènement, il ne faut pas s'étonner que la République entière dérive dans l'anarchie et la barbarie. Quand ici nous piétinons la loi cadre de la décentralisation, dont la gestation a été douloureuse lors du grand dialogue national, dont le prétexte est bien connu, un amoncellement de morts, nous nous rendons, chers collègues, complices de ceux qui infligent des souffrances aux Camerounais en privant les élus locaux de moyens leur permettant d'alléger la misère des gens. Lorsque nous consacrons ici l'impunité suite au piétinement de la loi qui demande un simple respect des délais de communication des textes budgétaires dans notre pays, foulant aux pieds l'autorité de la plus vieille institution constitutionnelle, la seule qui existe depuis 1946, il ne faut pas être surpris que les gendarmes dans la rue et les policiers veuillent faire de la purée
avec les avocats du barreau du Cameroun en les piétinant comme des bêtes sauvages. Tiens, le 18 octobre 2024, un inspecteur de police détaché au parquet des tribunaux de Bafia a agressé sauvagement Maître Paul Assiene Aboyoyo, lui a arraché la moitié des dents et l'a plongé dans une incapacité de 70% selon le certificat médico-légal. Le 19 novembre 2024, c'est récent, Mohamedou Awadou, jeune transporteur sur le corridor Douala-Bangui, a été abattu d'une balle en pleine poitrine, sans sommation et à bout portant. Depuis le 27 novembre 2024, hier, le monde entier est transi d'effroi devant les images devenues virales d'une rare animalité. Un gendarme, sans le moindre scrupule, qui s'offre un spectacle public en piétinant avec furie le cou, je dis bien le cou, d'un avocat du barreau, sans défense, dans la rue, devant des passants groggy de frayeur. George Floyd a été assassiné comme ça aux États-Unis en 2020. Le scandale de l'artiste Longuet et les mises en garde du secrétaire d'État à la Défense n'y ont rien changé. Nous portons nos écharpes ce matin parce qu'au sortir de cette plénière, nous allons au CED pour lui exprimer le ras-le-bol du peuple. Messieurs les membres du gouvernement, si la loi cadre de la décentralisation de 2019 ne vous convient pas, abrogez-la. Vous avez ici une majorité servile, quelques-uns s'expriment d'ailleurs, que vous pouvez piétiner comme vous voulez. Pourquoi vous vous échinez même à écrire des lois? Faites-le une fois à l'Assemblée nationale, puisque tout vous est permis. À l'article C53, le projet de loi dispose que les tarifs par zone de la taxe foncière sur la propriété immobilière, la TFPI, seront fixés par un texte particulier. Il s'agit d'une violation flagrante des stipulations de l'article 26 de la Constitution que voici. Sont du domaine de la loi la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci. Mais évidemment, la Constitution représente quoi pour vous? Que du papier. Vous pouvez la piétiner comme vous voulez. À l'article C149, vous décidez enfin de régler définitivement vos comptes avec la dotation générale de la décentralisation. Vous tracez les contours des fonds répartissables. Les exclusions consacrées dans l'assiette de la DGD peuvent d'ailleurs, à nos yeux, trouver une justification technique acceptable. Par contre, ce qui retient notre attention, c'est l'exclusion des opérations d'ordre. Vous faites donc enfin un aveu qui devrait pourtant vous obliger à changer l'orientation budgétaire. L'opération d'ordre, pour rappel à ceux qui bavardent là, est une opération de trésorerie d'un comptable qui n'a pas encaissé de l'argent liquide, mais qui doit constater une recette sur la base de simples écritures. C'est le cas de ce qu'on appelle la retenue à la source des impôts. Dans la commande publique, l'État, au moment de payer les prestataires, retient les impôts à la source. Mais c'est une opération à somme nulle, puisque c'est le payeur qui prétend percevoir au moment de payer une partie de ce qu'il est censé payer. Ah, on va payer combien? Pourtant, ce qui est judicieux, c'est de payer totalement les prestataires, afin que l'argent ainsi payé circule dans l'économie et génère une valeur ajoutée qui va payer l'impôt plus tard. La création de richesses ne peut découler que du versement total des prix des marchés publics aux mains des fournisseurs de l'État, qui en retour se doivent en fin d'année de déclarer l'ensemble de leurs revenus intégrés au circuit économique pour générer les bénéfices imposables. C'est comme ça que le gouvernement lèvera les fonds devant renflouer la DGD. Or, la retenue à la source préempte le bénéfice en entravant la circulation monétaire ou le ruissellement. Mais en même temps, c'est l'État qui crée de nouveaux impôts et augmente des taxes qui pèsent sur les petites, les moyennes entreprises et les ménages. La conduite d'une politique fiscale expansionniste, monsieur le ministre, caractérisée par une inflation de taux d'imposition, de nouveaux tarifs et de la multiplicité des procédures, justifie en partie les remarques négatives du GECAM et des autres organismes syndicaux et de protection des consommateurs relativement au climat des affaires. Le croc en jambe que cette loi fait aux petites entreprises va renforcer cette opinion. La vérité, monsieur le ministre, c'est que cette loi sur la fiscalité locale n'est ni plus ni moins que du banditisme politique. Vous utilisez les communes et les régions comme de faire-valoir. Vous vous en servez comme prétexte pour créer de nouveaux impôts et pour augmenter d'autres taxes.
Ça donne l'apparence de création de la nouvelle ressource. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Mais en réalité, ces ressources vont juste rentrer dans le circuit gabégique habituel et surtout asphyxier les petites entreprises et les ménages. Quand la taxe d'abattage d'une tête de bœuf passe de 1000 francs à 2500, celle d'une tête de porc passe de 400 à 1500, celle d'une tête de mouton de 250 francs à 1000 francs, celle d'un coq de 0 francs à 250. Je ne parle même pas de l'impôt du timbre communal qui passe de 200 francs à 500 francs. C'est quoi le but? Si ce n'est de provoquer l'augmentation des prix en fin d'année et l'aggravation de la pauvreté des gens. Voilà. Ce que les mairies, les communes et les régions attendent de cette réforme, c'est le respect de la volonté du peuple en permettant aux élus d'avoir les moyens de régler leurs problèmes. Mais cette loi durcit plutôt la caporalisation des ressources par l'État central. La vérité est simple. Vous ne voulez pas la décentralisation. La centralisation dont font l'objet tous les impôts communaux aux fins de péréquation n'est pas juste dès lors qu'elle n'apporte pas un réel privilège de distribution pour la commune d'origine de la recette. Je fais une petite illustration pour sortir. Le produit de la redevance forestière, monsieur le ministre, la redevance annuelle, qui arrive dans les caisses du trésor public, est partagé entre l'État qui récupère 50% et les communes qui s'en tirent avec le reste. Mais en réalité, la quote-part de 50% affectée aux communes est répartie comme suit en vertu des dispositions de l'article 243 du Code général des impôts. 10% de 50% pour les services fiscaux de l'État au titre de l'appui au recouvrement. Vous avez dit niet aux collègues de la Chambre, de la Commission, qui vous ont dit de baisser ce pourcentage. 36% de 50% sont centralisés au FECOM pour péréquation. 54% de 50% reviennent aux communes de localisation du titre d'exploitation, soit en réalité 27% seulement. Le quart de ces 27%, soit 6,75%, devant être affectés exclusivement dans la commune de localisation au projet de développement porté par les populations riveraines. Alors, quel projet sérieux pourrait être ainsi financé par le monde? Comment s'assure-t-on au MINFI, au MINDEVEL, au CONSUPE que ces projets de développement sont effectifs, viables et durables? Il n'y a rien. La loi de règlement votée ici hier, au travers de l'annexe de la Chambre des comptes, dit que tous les chiffres sont faux, que les indicateurs de performance sont mensongers. Monsieur le ministre, vous êtes le Zorro du gouvernement. Laissez le président Biya aller se reposer au village. Monsieur... Et permettez aux Camerounais d'expérimenter un autre management politique dès 2025. Monsieur le ministre des Finances, vous qui savez si bien vendre la fumée, nul doute que vous avez un talent qui sera optimisé dans un autre. Le ministre des Finances sait donc vendre la fumée. Lui, Paul Montazé, en est spécialisé et il vient d'être corrigé par Cabral Libi. Et si on s'en tient, d'ailleurs à ce topo qui est courageux et qui mérite des félicitations, l'opposition a enfin compris que peut-être définitivement en 2025, au lieu de faire chambre avec le RDPC, il faut plutôt faire bloc avec une opposition plus que jamais déterminée à pouvoir régler et surtout mettre hors d'état de nuire le RDPC. D'ailleurs, ce sont tous les opposants, ou plutôt tous les partis politiques qui ont été exclus de cette assemblée. Ça veut donc tout simplement dire que le régime Biya ne respecte même pas les voix dissidentes, ne respecte pas l'opposition et est prêt à aller toujours dans une sorte d'humiliation, puisque d'office, ils savent que la République, c'est à eux. Sur la même lancée, d'ailleurs, c'est le professeur Nietzsche qui a pu également demander à l'opposition de faire bloc plus que jamais pour pouvoir laisser ou alors faire le blocus au niveau de l'Assemblée. Dans son intervention, que je vais essayer
de vous lire dans quelques instants. L'honorable Nietzsche, justement, demande que l'Assemblée nationale subisse un blocus historique. Je lis. Une provocation de plus, une provocation de trop, appelle à un sursaut républicain des députés de la nation. Et il y a un an, jour pour jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris l'engagement devant la représentation nationale de respecter la loi. Ceci faisait suite à l'opération Blocus menée par l'opposition. Un an après, nous voici une fois de plus confrontés à la même situation. L'article 57 de la loi portant régime financier de l'État qui oblige le gouvernement à déposer au Parlement 15 jours avant l'ouverture de la session le projet de loi des finances a encore été violé. De même que les annexes explicatives de la loi des règlements de l'exercice 2023. Cette récurrence, moins d'un an après l'engagement solennel du Premier ministre, est inadmissible et inacceptable. Si les ministres de la République sont incapables d'acheminer leur budget conformément aux engagements et autres prescriptions du Premier ministre, l'exécutif doit tirer les conséquences qui s'imposent. Le rôle constitutionnel et essentiel d'un député de la nation est de contrôler l'action gouvernementale et de voter les lois. À ce titre, un député ne saurait tolérer un tel mépris de la part de l'exécutif à l'endroit de l'Assemblée nationale. De ce qui précède, j'appelle mes collègues députés de tous bords politiques à un sursaut républicain pour faire cesser définitivement cette infantilisation déshonorante et révoltante de l'Assemblée nationale par l'exécutif, afin que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Nous devons réactiver immédiatement l'opération Blocus, signé l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Mais ce blocus peut-il avoir lieu lorsqu'on sait que certains opposants qui arrivent toujours juste quand l'élection présidentielle approche déjà créent souvent des mouvements ventriloques pour pouvoir manger, pour pouvoir se rendre important. Et avant même qu'on ne se partage l'argent, eux-mêmes ils sont déjà souvent dans la division. Et c'est ce qui parfois fait que souvent, le peuple se décourage. Les vieux sont au pouvoir. Regardez l'Assemblée nationale. Regardez le gouvernement camerounais. Combien sont-ils capables de voter des lois pour la jeunesse, pour les femmes? Combien se soucient-ils du bien-être des populations? Lorsque vous regardez Cavaillé, Yégué Djibril, lorsque vous regardez Niat Djifendi au Sénat, lorsque vous regardez le gouvernement de Paul Biya, lorsque vous regardez les responsables de ce régime, vous comprenez que c'est un régime de gérontocratie. C'est un régime de misogynie. Et comme tel, le peuple camerounais, dans sa majorité, doit prendre conscience. Ceux qui aujourd'hui sont là n'ont pas l'intention de céder une moindre parcelle de nourriture ou
même tout simplement de pouvoir. Je vais vous faire écouter une vidéo, ça peut faire rire, mais c'est quelqu'un qui, avec un style humoristique, s'adresse à la jeunesse par rapport au régime Biya, dont il ne faut pas attendre des changements, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de quoi que ce soit. Non, ils n'ont que pour eux, pour leur ventre. Partagez, c'est très important. Ce n'est même pas clair. Il faut que vous fassiez l'ensemble du cerveau pour bien voir. Ce que je suis en train de voir dans votre avenir, ce n'est pas clair. Je croyais que c'est notre part d'avenir qui avait été hypothéqué. Mais j'ai comme l'impression que les gens là, ils ont hypothéqué au moins 14 générations au Cameroun. J'étais au téléphone avec mon congénère, il me dit l'autre jour, je lui ai expliqué au téléphone que tu as fait si tu vois que comment. Est-ce que ce n'est pas mieux que tu demandes aux autres lucifériens là de laisser les enfants si se développer, s'épanouir dans leur pays? Mon type m'a dit que c'est même en l'âge ici que le pouvoir est sucré, qu'il ne peut pas laisser. Et si on n'arrache pas seulement à la force, il ne donne pas. J'ai appelé mon autre congénère là. C'est l'un de mes bons petits. À l'époque, on partait encore à la mission catholique, en 1936. Celui de l'Assemblée, là. Je lui ai dit que te voilà, même tu parles au ralenti. Le timbre vocal est cassé. Tu ne laisses pas la faire si. Pourquoi vous attendez 2025? Vous voulez que les enfants, si bien seulement que vous manquez le respect à vos chassants. Parce que si les enfants, s'ils prennent la fête, ça va la force. Ils vont vous exiler. J'aurais appris que les enfants, si. Ils ont dit que c'est en 2025 ils réussissent à prendre votre machin là, sans que vous ne les donnez. Ils vont tous vous exiler Kabamenda. Vous allez partir habiter tous Kabasso. Mon ami de l'Assemblée m'a répondu au moins pendant 4 heures. Vous savez qu'il parlait très lentement et posément. Il faut avoir le courage. Il faut surtout avoir la patience pour l'écouter. Il m'a dit, mon cher ami, te donne le paix, papi, donne papi chulo. Le peuple camerounais, c'est le seul peuple en Afrique que tu peux gouverner pendant 100 ans. Tu les maltraites, tu les fais la répression. Tu vends tous les biens du pays, tu vis bien, tu mets tes enfants en haut, tu les envoies en Europe. Tu fais ce que tu veux, tu ignores les bordels partout, tu roules en CA, tu utilises le carburant camerounais pour rien. Ils ne vont jamais parler. C'est un peuple d'abord bipolaire. Ils sont concentrés à faire le tribalisme. Alors qu'ils font le tribalisme, ils vont piller les fonds de l'État. C'est comme ça. Donc je ne peux pas laisser. Il laisse quoi? Je suis déjà au moins à 250 milliards, il faut que complète à 300 milliards. Même si ça ne va jamais finir, que ça ne finisse pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une de mes générations. Partagez. Mes enfants, mes petits-enfants. Là où je suis resté comme ça, j'ai regardé mon combi comme ça de l'Assemblée. À des donc dans le peu comme ça, je fais, donc papi Chulo, tu vas tout voir dans le pays ici. Mais vous êtes mal barrés, chers jeunes. Surtout que vous n'êtes pas concentrés. Vous êtes dans les cuvettes de Heineken, les cuvettes de Petit Guinness. Vous êtes dans les cuvettes de Ice. Tu vois une petite fille, 17 ans, elle te lynche 11 Ice comme ça, elle se lève et marche avec 2 pieds rentrés chez eux. Sans donner même le petit coup de marteau à celui qui a payé les factures. Elle marche sur ses 2 pieds, sans tituber. 17 ans, 11 petits Guinness. Voilà ça. Oui. Vous n'allez pas vous en sortir, ce qui est sûr. Votre avenir n'est même pas hypothéqué, c'est votre existence et même votre subsistance qui a été hypothéquée. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui est engagé en ce moment. On a possédé votre âme. C'est-à-dire que vous êtes dénudé de toute substance même congénitale et existentielle. On go fou. J'appelle mon type de parenté, je dis que tu as mangé tout l'argent du bois dans le pays ici. Tu ne veux pas laisser. Je vois les vidéos de toi que tu marches seulement comme le robot. Donc, on appelle si tu ne veux pas laisser. Il m'a dit que la loyauté. Tu sais que c'est le grand maître qui m'a tout donné. Tant qu'il dit que je suis toujours là, je serai toujours là. Je veux que mourir que là. D'abord même, mon âme ne m'appartient plus. Ça lui appartient. Mes enfants, mes petits-enfants, je me suis exclamé comme mon petit-fils Mouton fait souvent là. Femme là, que tu m'entends Saint-Lazare. Yo, j'ai dit que les gens, si vous n'allez pas vous en sortir, que je regarde mon petit-fils Chou comme ça. Je regarde Agneau Chou comme ça. Je dis que donc, comme tu es placé là, que tu as mis le sac, tu pars à l'école. Les gens, si ont déjà hypothéqué ton avenir. Je regarde mes petits-fils comme ça, je dis que
Donc, je veux que les gens s'y sont attachés tout devant comme le coquille. Donc, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Ça attaque. Parce que l'enfer sera saturé. C'est le genre que même Lucifer regarde les pères ici comme ça, il dit que j'ai comme l'impression que quand Dieu m'a créé, m'a envoyé en enfer, là, il est resté créer notre enfer pour me concurrencer. C'est comme si Dieu avait créé notre enfer pour concurrencer Lucifer. Parce que ceux-ci, ce sont même les lucifériens. Ce sont les reptiliens. Plus ils vieillissent, plus ils ont envie de pouvoir, plus ils ont envie de vivre leur jeunesse, plus ils ont envie de piéger, plus ils ont envie d'être répressifs, plus ils ont envie d'être méchants. Et moins ils ont de l'inspiration, moins ils ont de l'innovation, moins ils ont l'envie de développement. Ah, mon camp Saint-Lazare, ça c'est l'exclamation de mon petit-fils Mouton. Et ça, quel est. Mais mes enfants, vous allez vous en sortir. Parce que quand je vois mes congénères là, ils ne sont pas prêts à vous donner le pouvoir. Ils ne peuvent pas vous donner. Ils ne peuvent pas. Parfois, je me regarde dans le miroir comme ça. Je pense à la tête de mon congénère député, celui de l'Assemblée. Je pense au Baganté. Je dis que c'est les 3 institutions les plus puissantes du pays que les gens s'y tiennent. Quand moi-même je me regarde et je me dis que ce sont mes aînés, parce que ce sont mes grands frères à l'époque, je marchais que derrière eux. La chose veut me tuer. Le fipancras, mal de dos, mal de rein, interespèce, le rhumatisme. Tu sais même, tu appuies la prostate zinga. Tu appuies. L'urine sort, ça garde au moins 3 litres dans le reste. Oui. Parfois même ma mari, elle écarte comme ça, que voici le consommant. Entre. Dès que tu arrives à l'entrée, papier tombé. Je les regarde comme ça et dis que les gens, en 2025, vous voulez encore prendre le pays ici devant les enfants, si, l'enfer sera saturé. Maintenant, pour revenir à vous, cette jeunesse, comme on appelle le fer de lance de la nation jadis à l'époque, qu'aujourd'hui, moi j'appelle la malchance et vous, le carambani, même, la vraie sorcellerie même du pays, c'est vous. Faire des lances de quoi? Vous allez lancer quoi? Vous avez plus la force pour lancer quoi que ce soit. La seule chose que vous êtes capable de lancer, que tout le monde connaît, c'est de verser dans l'invective. Dans l'invective, dans la fornication. Le comportement que vous avez dans le privé et dans l'espace public. Dans l'espace privé, c'est les OJ que vous organisez, les pas 14, les pas 13, les pas 12, les pas 24, les pas 74. Dans l'espace privé, vous organisez que les fumeurs de banga, les chors, les disapams, les spareros, prenez les comprimés de cailloux. Après, vous venez dans l'espace public, faites dans le tribalisme. Les Bamileke, les petits passent le temps à faire la guerre. Alors que c'est les plus grands nyorseurs dans le pays ici. Vous êtes même hypocrite envers vos propres plaisirs. Vous vous cachez dans la nuit, vous gagnez. Vous nyorsez, vous accouchez les enfants hybrides Sokoto dans le pays ici. En journée, vous venez dans l'espace public sur les réseaux sociaux, faites semblant de vous détester. Vous êtes méchants. Les Bamileke, les petits, la responsabilité de ce pays, le futur de cette nation repose entre vos deux mains. Vous êtes deux peuples puissants de ce pays. Mettez-vous ensemble, vous chassez les gens ciels. Mettez-vous ensemble. Parce que vous tous vous souffrez. Quand on va dans vos différents villages, c'est la misère. Vous venez à Yaoundé faire les bruits, à Douala faire les bruits, à Baboussa. Entrez dans les zones rurales, rurales. Vous souffrez tous, on vous a tous trompé. Papa Ndotsin d'Arépé, oui, il disait toujours la vérité. Parce qu'à mon âge, on n'a plus peur de la mort. À mon âge, on vous accepte, on vous dit la vérité qui doit être dite. Et ce pays a besoin de vous, tous les enfants de la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Parce qu'en réalité, vous avez tous été bénis, vous avez tous été trompés par Ordan Doti d'Arépé. Ils ont passé le temps à boire les ruinards, les champagnes, les dons Pérignon, les cristal. Ils ont logé dans les plus grands hôtels du monde, dans les pays européens, américains, asiatiques et même canadiens. Regardez dans vos villages, les routes vous tuent. Pour aller au village, c'est risqué. Je prie même le Saint-Esprit fuit la prière. Regardez l'autoroute. L'autoroute. L'axe-lourd, voilà Yaoundé. Yaoundé, Bafoussam, Bamenda. Pour arriver au septentrion, c'est compliqué. Les nuits d'éléphants. Vous mourrez tous les jours. Est-ce que quand la mort te frappe, ça regarde si tu es Bamileke, tu es petit, ça, tout pour ou Mangisa. On s'en fout. Quand ça frappe, tu entends 38 morts. On enterre les bêtises. Donc c'est à vous de prendre votre destin en main. Parce que les dons papitoulo que vous voyez là, ils ne comptent pas vous donner ça. Même, on a déjà donné le pouvoir dans tel pays, vous avez vu. C'était. Tell me, baby. On a déjà donné le pouvoir dans quel pays? On a déjà donné le pouvoir dans quel pays? Au Cameroun. Et comment? C'était Amadou Ahidjo.
Vous voyez comment est-ce qu'on a oublié l'histoire? C'est ça le mal du Cameroun. Parce que les vieux ont complètement lavé la mémoire de la jeunesse, eux-mêmes souffrant d'amnésie, et oubliant qu'eux tous, qui disent aujourd'hui être des créatures des Biya, ont été plutôt créés par le créateur des Biya, Amadou Ahidjo.